Livre audio George R.R. Martin, Feu et sang, première partie. Chapitre 2, Le règne du dragon, les guerres du roi Aegon Ier. Le long règne du roi Aegon Ier Targaryen, 1 après la conquête, 37 après la conquête, dans son ensemble fut pacifique, en particulier sur ces dernières années. Mais avant la paix du dragon, ainsi que les maîtres de la citadelle dénommèrent les 2 dernières décennies de sa royauté, vinrent les guerres du dragon, dont la dernière fut un des plus cruels et sanglants conflits qui se livrèrent jamais en Westeros. Bien qu'on ait déclaré terminées les guerres de conquête, lorsque Aegon fut couronné et oint par le grand septon dans le septuaire étoilé de Villevieille, tout Westeros n'était pas soumis à sa domination. Dans la morsure, les seigneurs des 3 sœurs avaient saisi l'occasion du tumulte de la conquête d'Aegon pour se déclarer nation libre et couronner reine Lady Marla de la maison Sunderland. Comme la plus grande partie de la flotte Arryn avait été détruite au cours de la conquête, le roi ordonna à son gouverneur du Nord, Torrhen Stark de Winterfell, de mettre un terme à la rébellion des Serois. Une armée nordienne quitta Blancport sur une flotte louée de galères braviennes sous le commandement de Ser Warwick Manderly. La vue de ces voiles et la soudaine apparition de la reine Visenya et de Vhagar dans les cieux au-dessus de Sorton ôta toute vaillance aux Serois. Ils déposèrent promptement la reine Marla en faveur de son frère cadet. Stephen Sunderland renouvela sa féauté aux Eyriers, ploya le genou devant la reine Visenya et céda en otage de sa bonne conduite ses fils, dont un serait adopté par les Manderly et l'autre par les Arryn. Sa sœur, la reine déposée, fut exilée et emprisonnée. Au bout de 5 ans, on lui ôta la langue et elle passa le restant de ses jours avec les Sœurs du Silence à s'occuper des nobles défunts. De l'autre côté de Westeros, les îles de fer étaient plongées dans le chaos. La maison Chenue avait gouverné les Fernets de longs siècles durant, pour s'éteindre en une seule nuit, quand Aegon avait déchaîné sur Harrenhal les feux de Balerion. Bien qu'Arel le Noir et ses fils eussent péri dans ces flammes, Corin Volmark de Harlois, dont la grand-mère avait été une sœur cadette de l'aïeul d'Arène, se déclara héritier légitime de la lignée noire et assuma la royauté. Tous les Fernets n'acceptèrent pas cette revendication cependant. Sur Vieux-Wick, sous les ossements de Naga, le dragon des mers, les prêtres du dieu noyé placèrent une couronne en bois flotté sur la tête d'un des leurs, Lodo, le saint homme aux pieds nus, qui se proclamait fils vivant du dieu noyé et savait, dit-on, accomplir des miracles. D'autres prétendants se levèrent sur Grand Wick, Pyke et Orkmont, et pendant plus d'1 an, leurs partisans s'entrebattirent sur terre et sur mer. On raconte que les flots entre les îles dégorgeaient tant de cadavres qu'attirés par le sang, des krakens apparurent par centaines. Aegon Targaryen mit un terme au combat. Il fondit sur les îles en 2 après la conquête, chevauchant Balerion. Avec lui arrivèrent les flottes de guerre de la Treille, au Jardin et Port-Lanis, et même quelques Snekars de l'île aux ours, dépêchés par Torrhen Stark. Les Fernets, leur rang clairsemé par 1 an de guerre fratricide, opposèrent peu de résistance. En vérité, ils furent nombreux à saluer l'arrivée des dragons. Le roi Aegon oxy Corin Volmark avec feu noir, mais permit à son fils en bas âge d'hériter des terres et du château de son père. Sur Vieux-Wick, le prêtre-roi Lodo, prétendu fils du dieu noyé, demanda aux Kraken des grands fonds d'émerger et de faire sombrer les vaisseaux des envahisseurs. Comme cela tardait à se réaliser, Lodo bourra ses robes de galets et entra dans la mer, pour aller prendre conseil auprès de mon père. Des milliers le suivirent, leurs cadavres ballonnés, dévorés par les crabes,
furent rejetés sur les côtes de Vieux-Wick pendant des années. Par la suite, la question se posa. Qui devait régner pour le roi sur les îles de Fer? Il fut suggéré de rendre les Fernés vassaux des Tully de Vivzeg ou des Lannister de Castral Rock. Certains insistèrent même pour qu'on les confie à Winterfell. Aegon écouta les arguments de chacun, mais décida finalement qu'il permettrait aux Fernés de choisir leur propre seigneur suzerain. Sans surprise pour personne, ils élurent l'un des leurs, Vicon Greyjoy, Lord Ravage de Pique. Lord Vicon fit hommage au roi Aegon, et le dragon s'enfuit avec ses flottes. Toutefois, l'autorité de Greyjoy s'étendait uniquement sur les îles de Fer. Il renonçait à toute revendication sur les terres dont la maison Chenus s'était emparée sur le continent. Aegon accorda le château en ruine d'Arenal et ses domaines à Ser Quentin Coeris, son maître d'armes à Père Dragon, mais exigea de lui qu'il accepte pour suzerain Lord Edmund Tully de Vivzeg. Le tout nouveau Lord Quentin avait 2 fils robustes et un petit-fils potelé pour assurer sa succession. Mais comme sa première épouse avait été emportée 3 ans plus tôt par la fièvre mouchetée, il accepta au surplus de prendre pour femme une des filles de Lord Tully. Avec la soumission des 3 sœurs et des îles de Fer, la totalité de Westeros au sud du mur était désormais gouvernée par Aegon Targaryen, à la seule exception de Dorne. Ainsi, fut-ce vers Dorne que le dragon tourna ensuite son attention. Aegon tenta d'abord de se gagner les Doriens par les paroles, dépêchant à Lancélion une délégation de grands seigneurs, de maistres et de septons, pour traiter avec la princesse Merya Martell, celle qu'on appelait le crapaud jaune de Dorne, et la convaincre des avantages d'unir leurs 2 royaumes. Leurs négociations se poursuivirent pendant la plus grande partie d'une année, sans aboutir à rien. Le début de la première guerre dornienne est en général fixé en 4, lors du retour de Rhaenys Targaryen à Dorne. Cette fois-ci, elle venait avec feu et sang, exactement comme elle en avait formulé la menace. Chevauchant Meraxès, la reine descendit d'un clair ciel bleu pour incendier Bourg-Cabane, les flammes bondissant de navire en navire jusqu'à ce que toute l'embouchure de la Sang-Vert soit engorgée de débris flottants et qu'on puisse en voir la colonne de fumée jusqu'à Lancélion. Les habitants de la ville flottante se réfugièrent dans le fleuve pour échapper aux flammes, si bien qu'il en périt moins d'une centaine durant l'attaque, et la plupart de ceux-là par noyade plutôt que par le feu dragon. Mais un premier sang avait été versé. Ailleurs, Horys Baratheon entrait par les Osseux 1 millier de chevaliers triés sur le volet, tandis qu'Aegon lui-même s'engageait dans la passe du Prince à la tête d'une armée forte de 30 000 hommes, menée par près de 2000 chevaliers et 300 seigneurs et bannerets. On entendit Lord Harlan Tyrell, le gouverneur du Sud, dire qu'ils avaient plus qu'assez de puissance pour écraser toute armée dornienne qui essaierait de leur tenir tête, même sans Aegon et Balerion. Sans doute avait-il raison en cela, mais la chose ne fut jamais prouvée car jamais les Dorniens ne cherchèrent le combat. En vérité, ils se retirèrent devant l'hoste du roi Aegon, brûlant sur pied leurs récoltes et empoisonnant tous les puits. Les envahisseurs trouvèrent les tours de guet dorniennes des montagnes rouges désarmées et abandonnées. Dans les cols d'altitude, l'avant-garde d'Aegon vit son avancée bloquée par une muraille de carcasses de moutons, tondues de toute leur laine et trop gâtées pour qu'on puisse les manger. L'armée du roi arrivait déjà à épuisement de ses vivres et de son fourrage, le temps qu'elle émerge de la passe du Prince pour affronter les sables de Dorne. Là, Aegon divisa ses forces, envoyant Lord Tyrell au sud contre Uthor Uller, sire de d'Enfer, tandis que lui-même se tournait vers l'est afin d'assiéger Lord Poulet en sa forteresse des montagnes, touche au ciel. C'était la seconde année d'automne, et l'hiver, croyait-on,
était tout proche. En cette saison, espéraient les envahisseurs, la chaleur des déserts serait moindre, l'eau plus abondante. Mais le soleil dornien se révéla implacable, tandis que Lord Tyrell faisait route vers d'enfer. Par une telle chaleur, les hommes boivent davantage, et chaque point d'eau, chaque oasis sur le chemin de l'armée avait été empoisonné. Les chevaux commencèrent à crever, plus nombreux chaque jour, suivis par leurs cavaliers. Les fiers chevaliers abandonnèrent leurs bannières, leur écu et jusqu'à leur armure. Lord Tyrell perdit contre les sables de Dorne un quart de ses hommes et presque tous ses chevaux. Et quand enfin il atteignit d'enfer, il trouva la place désertée. L'offensive d'Orys Baratheon ne connut pas un sort tellement plus heureux. Ses chevaux s'évertuèrent sur les flancs rocheux des étroites passes enlacées, mais un bon nombre regimba de façon définitive en atteignant les zones les plus escarpées de la route, où les Dorniens avaient taillé des marges dans la montagne. Un déluge de quartiers de roc s'abattit sur les chevaliers de la main, l'œuvre de défenseurs que les Orageois ne virent jamais. À l'endroit où les osseux enjambaient la rivière Will, alors que la colonne passait un pont, des archers dorniens apparurent subitement et les flèches purent par milliers. Quand Lord Orys ordonna ses troupes de se replier, une massive avalanche de rochers lui coupa toute retraite. Sans possibilité d'avancer ni de reculer, les Orageois furent exécutés comme des pourceaux en leur enclos. On épargna Orys Baratheon lui-même, ainsi qu'une douzaine d'autres seigneurs, dont on jugea qu'il vaudrait une rançon. Ils se retrouvèrent prisonniers du Will de Will, le sauvage seigneur des montagnes qu'on appelait l'amant des veuves. Le roi Aegon rencontra plus de réussite pour sa part. Marchant vers l'est, à travers les premiers contreforts, où le ruissellement d'altitude fournissait de l'eau, et où les vallées abondaient en gibier, il prit d'assaut le château de Touche-au-Ciel, et remporta Ferrugier après un court siège. Le sire du Thor avait récemment expiré, et son intendant capitula sans combattre. Plus loin à l'est, Lord Toland de Spectremont délégua son champion pour défier le roi en combat singulier. Aegon y consentit, et oxy l'homme, pour s'apercevoir seulement ensuite que ce n'était pas le champion du roi, mais son fou. Lord Toland, pour sa part, était parti. Ainsi que l'avait fait Merya Martell, princesse de Dorne, quand le roi Aegon descendit avec Balerion sur Lancélion pour découvrir que sa sœur Rhaenys y était arrivée avant lui. Après avoir incendié Bourg-Cabane, elle s'était emparée de bois citre, de bois moucheté et d'ordreau, acceptant l'hommage de vieilles et d'enfants, mais sans trouver nulle part d'ennemi véritable. Même la ville ombreuse à l'extérieur des remparts de Lancélion était à demi abandonnée. Et aucun de ceux qui restaient ne voulait reconnaître qu'il savait quoi que ce soit sur les cachettes des seigneurs et de la princesse de Dorne. Le crapaud jaune s'est fondu dans les sables, résuma la reine Rhaenys au roi Aegon. Aegon répondit par une proclamation de victoire. Dans la grande salle de Lancélion, il réunit tout ce qu'il subsistait de dignitaires et leur annonça que Dorne faisait désormais partie du royaume, qu'ils seraient dorénavant ses léaux sujets, que leurs anciens seigneurs étaient des rebelles et des hors-la-loi. On offrit des récompenses pour leur tête, en particulier celle du crapaud jaune, la princesse Merya Martell. Lord Jon Rosby fut nommé gouverneur de Lancélion et des Sables, afin de régner sur Dorne au nom du roi. On nomma des intendants et des gouverneurs militaires pour tous les autres territoires et châteaux que le conquérant avait pris. Puis le roi Aegon et son hoste repartirent par où ils étaient venus, à l'ouest, en suivant les contreforts de la montagne et par la passe du prince. À peine étaient-ils arrivés à Port-Réal que, derrière eux, Dorne entra en éruption. Des piquiers dorniens surgirent de nulle part, comme des fleurs du désert après la pluie. Touche-au-Ciel, Ferrugier, Le Thor et Spectremont
furent tous repris en moins d'une demi-lune, leur garnison royale passée au fil de l'épée. On ne laissa expirer les gouverneurs et intendants d'Aegon qu'après de longues souffrances. On dit que les seigneurs d'Ornien avaient parié entre eux pour savoir qui garderait le plus longtemps ses captifs vivants tout en les démembrant. Lord Rosby, gouverneur de Lancélion et des Sables, connut une fin plus douce que la plupart. Après l'assaut général des Dorniens surgis de la ville ombreuse pour reprendre le château, il se retrouva pieds et poings liés, fut traîné au sommet de la tour Lance et jeté d'une fenêtre par nul autre que la vieille princesse Meria en personne. Bientôt ne demeurèrent plus que Lord Tyrell et son hoste. Le roi Aegon avait laissé Tyrell derrière lui en partant. La position de d'Enfer, une forteresse sur la rivière Soufre, était jugée idéale pour mater toute révolte. Mais la rivière était sulfureuse, et les poissons qu'on y pêchait rendirent les hauts jardiniers malades. La maison Corgil du Gré n'avait jamais rendu les armes, et les piquiers de Corgil abattaient les expéditions de ravitaillement et les patrouilles de Tyrell chaque fois qu'elles s'aventuraient trop loin à l'ouest. Les Vaisses du Void agissaient de même à l'est. Lorsque la nouvelle de la défenestration de Lancélion parvint à d'Enfer, Lord Tyrell réunit les forces qui lui restaient et se mit en route à travers les sables. Son intention proclamée était de capturer le Void, de remonter vers l'est en suivant la rivière, de reprendre Lancélion et la ville ombreuse, et de châtier les assassins de Lord Rosby. Mais quelque part à l'est de d'Enfer, entre les dunes rouges, Tyrell et toute son armée disparurent. On n'en revit jamais aucun. Aegon Targaryen n'était pas homme à accepter la défaite. La guerre allait encore se traîner 7 ans, mais après 6, les combats dégénérèrent en une interminable et sanglante succession d'atrocités, de raids et de représailles, brisés par de longues périodes d'inactivité, une douzaine de courtes trêves et de nombreux meurtres et assassinats. En 7, Orys Baratheon et les autres seigneurs qui avaient été faits prisonniers aux Osseux furent restitués à Port-Réal contre rançon, leur poids en or. Mais on découvrit au retour que l'amant des veuves leur avait chacun tranché la main d'épée, afin qu'ils ne puissent plus jamais lever d'armes contre Dorne. En représailles, le roi Aegon en personne piqua avec Balerion sur les forteresses montagnardes des Wheels et réduisit une demi-douzaine de leurs forts et tours de guet en masse de roches en fusion. Les Wheels se réfugièrent dans des grottes et des tunnels sous leurs montagnes toutefois, et l'amant des veuves vécut encore une vingtaine d'années. En 8, années très sèches, des pillards dorniens traversèrent la mer de Dorne sur des vaisseaux fournis par un roi pirate venu des degrés de pierre, pour attaquer une demi-douzaine de villes et de bourgs le long de la côte sud du cap de Lyre, et allumer des incendies qui se propagèrent à travers la moitié de Bois-la-Pluie. Feu pour feu, aurait dit la princesse Meria. Ce n'était pas une action que les Targaryens laisseraient passer sans riposte. Plus tard, cette même année, Visenya Targaryen apparut dans les cieux de Dorne, et les flammes de Vhagar furent lâchées contre Lancélion, Bois-Citre, Spectremont et le Thor. En 9, Visenya revint, cette fois-ci avec Aegon lui-même volant à ses côtés, et Grey, Levoix et d'Enfer s'embrasèrent. La réplique dornienne arriva l'année suivante, lorsque Lord Poulet mena une armée par la passe du Prince et dans le Bief, avança si rapidement qu'il réussit à incendier une douzaine de villages et à capturer le grand château de Serena sur les frontières, avant que les seigneurs des Marches ne comprennent que l'ennemi était sur eux. Lorsque la nouvelle de l'attaque atteignit Villevieille, Lord Hightower envoya son fils Adam avec d'importantes forces reprendre Serena. Mais les Dorniens avaient précisément anticipé ce geste. Une seconde armée dornienne, sous les ordres de Ser Geoffrey Dayne, descendit des météores et attaqua la ville. Les murailles de Villevieille se révélèrent trop solides pour céder aux Dorniens, mais Dayne incendia des champs, des fermes et des villages à 20 lieues à la ronde,
et tua le fils cadet de Lord Hightower, Garmon, quand le jeune homme menait une sortie contre lui. Sir Adam Hightower ne parvint à Serena que pour découvrir que Lord Poulet avait bouté le feu au château et passé sa garnison au fil de l'épée. Lord Caron, son épouse et ses enfants furent ramenés captifs à Dorne. Plutôt que de se lancer à leur poursuite, Sir Adam fit aussitôt demi-tour vers Villevieille afin de délivrer la ville, mais Sir Geoffrey et son armée étaient de nouveau fondus dans les montagnes eux aussi. Le vieux Lord Manfred Hightower mourut peu après. Sir Adam succéda à son père en tant que sire de la Grande Tour, alors que Villevieille criait vengeance. Le roi Aegon vola sur Balérion à Haut-Jardin pour délibérer avec son gouverneur du Sud, mais Théo Tyrell, le jeune seigneur, était fort réticent à envisager une nouvelle invasion après ce qui était advenu à son père. Une fois de plus, le roi déchaîna ses dragons contre Dorne. Aegon en personne descendit sur Touche au ciel, jurant de faire du siège des poulets un nouvel arénal. Visenya et Vhagar portèrent feu et sang aux météores, et Rhaenys et Meraxès revinrent encore à d'enfer, où la tragédie frappa. En maintes occasions, les dragons targaryens, élevés et dressés au combat, avaient traversé des tempêtes de piques et d'épées sans souffrir aucun dommage. Les écailles d'un dragon adulte étaient plus dures que l'acier, et même les carreaux qui frappaient leur cible pénétraient rarement assez profond pour faire plus que d'enrager les grands animaux. Mais alors que Meraxès virait au-dessus de d'enfer, un défenseur sur la plus haute tour du château déclencha un scorpion, et une pointe de fer d'une toise de longueur frappa à l'œil droit le dragon de la reine. Meraxès ne périt pas sur le coup, mais il s'abattit au sol dans de fatales souffrances, détruisant la tour et une grande partie du mur d'enceinte d'enfer dans ses soubresauts d'agonie. Savoir si Rhaenys Targaryen survécut à son dragon demeure un sujet disputé. Certains disent qu'elle fut désarçonnée et fit une chute fatale, d'autres qu'elle fut écrasée sous Meraxès dans la cour du château. Quelques chroniques veulent que la reine ait survécu à la destruction de son dragon pour périr de mort lente sous la torture dans les cachots des Hulaires. Sans doute ne connaîtra-t-on jamais les véritables circonstances de sa fin, mais Rhaenys Targaryen, sœur et épouse du roi Aegon Ier, succomba d'enfer à Dorne en la 10e année après la conquête. Les 2 années qui suivirent furent celles du courroux du dragon. Chaque forteresse de Dorne fut incendiée à 3 reprises, tandis que Balérion et Vhagar revenaient, encore et toujours. Par endroits, les dunes autour de d'enfer fondirent pour se vitrifier, si ardent fut le souffle de Balérion. Les seigneurs doriens durent se terrer, mais même cela ne leur valut aucune sécurité. Lord Poulet, Lord Vyse, Lady Toland et 4 seigneurs de d'enfer successifs furent assassinés, l'un après l'autre, car le trône de fer avait offert en or une rançon de roi, contre la tête de n'importe quel seigneur dornien. Seuls 2 des tueurs vécurent assez longtemps pour toucher leur récompense toutefois, et les Dorniens exercèrent des représailles, rendant le sang pour le sang. Lord Connington de la Griffonnière fut tué durant une partie de chasse. Lord Martins de Bosquebrune empoisonné avec toute sa maison par une barrique de vin dornien. Lord Fell étouffé dans un bordel de Port-Réal. Les Targaryens eux-mêmes ne furent pas exemptés. Le roi fut attaqué à 3 reprises, et sans ses gardes aurait succombé en 2 de ces occasions. La reine Visenya fut assaillie une nuit à Port-Réal. 2 membres de son escorte furent tués, avant que Visenya elle-même ne pourfende le dernier attaquant avec noirceur. L'action la plus infâme de cette sanglante période se déroula en 12, quand Will de Will, l'amant des veuves, arriva sans invitation aux épousailles de Sir John Caffren, héritier des Bourfaon, avec Alice du Rouvre, fille du sire de Vieux-Rouvre. Introduits à la porte d'une poterne par un serviteur félon, les Will oxyrent Lord du Rouvre et la plupart des invités de la noce, puis forcèrent la mariée à regarder
tandis qu'il castrait son époux. Ensuite, ils se succédèrent pour violer Lady Alice et ses demoiselles d'honneur, et les emportèrent pour les vendre à un esclavagiste myrien. Désormais, Dorne était un désert fumant, grevé par la famine, la peste et les épidémies. Une terre dévastée, ainsi que la qualifiaient les négociants des cités libres. Pourtant, les Martels demeuraient insoumis, invaincus, intacts, tels que le clamait leur devise. Un chevalier dornien, amené captif devant la reine Visenya, souligna que Merya Martell verrait plutôt son peuple mort qu'esclave de la maison Targaryen. Visenya répondit que son frère et elle seraient fort heureux d'octroyer cette faveur à la princesse. L'âge et la mauvaise santé accomplirent enfin ce que dragon et armée ne pouvaient point. En 13, Merya Martell, le crapaud jaune de Dorne, mourut dans son lit. Pendant qu'elle avait des relations charnelles avec un étalon, soutinrent ses ennemis. Son fils Nymor lui succéda comme sire de Lancélion et prince de Dorne. Âgé de 60 ans, sa santé déjà déclinante, le nouveau prince de Dorne n'avait aucun goût pour de nouveaux massacres. Il entama son règne en dépêchant une délégation à Port-Réal pour restituer le crâne du dragon Meraxès et présenter au roi Aegon des termes de paix. Sa propre héritière, sa fille Deria, conduisait l'ambassade. À Port-Réal, les offres de paix du prince Nymor se heurtèrent à une vive opposition. La reine Visenya y était farouchement hostile. « Pas de paix sans soumission », déclara-t-elle, et ses amis au conseil du roi reprirent ses paroles en écho. Orys Baratheon, qui s'était voûté et gris avec les années, proposa qu'on renvoie la princesse Deria à son père avec une main en moins. Lord du Rouvre expédia un corbeau, suggérant qu'on vende la Dornienne dans le plus crapuleux bordel de Port-Réal, jusqu'à ce que chaque mendiant en ville ait pris son plaisir avec elle. Aegon Targaryen balaya toutes ces déclarations. La princesse Deria était venue en émissaire sous une bannière de paix, et on ne lui ferait aucun mal sous son toit, jura-t-il. Le roi était las de la guerre. Tous s'accordaient sur ce point. Mais concéder aux Dorniens une paix sans soumission reviendrait à affirmer que sa sœur bien-aimée Rhaenys avait péri en vain, que tout ce sang et ces morts n'avaient servi de rien. Les seigneurs de son conseil restreint le mirent en garde. Au surplus, une telle paix passerait pour un signe de faiblesse et risquait d'encourager de nouvelles rébellions, qu'il faudrait alors réprimer. Aegon savait que le Bief, les terres de l'orage et les marches avaient terriblement souffert des combats et qu'il ne pardonnerait pas ni n'oublierait. Même à Port-Réal, le roi n'osait pas laisser les Dorniens sortir de Fort Aegon sans une puissante escorte, de crainte que le peuple de la ville ne les taille en pièces. Pour toutes ces raisons, écrivit plus tard le grand maître Lucan, le roi se disposa à refuser les propositions de Dorne et à poursuivre la guerre. C'est alors que la princesse Deria remit au roi une lettre cachetée de son père. « Pour vous seul, votre grâce. » Le roi Aegon lut les mots du prince Nymor en session ouverte, le visage pétrifié, silencieux, tandis qu'il siégeait sur le trône de fer. Quand ensuite il se leva, dit-on, du sang lui coulait sur la main. Il brûla la lettre et n'y fit plus jamais allusion. Mais cette nuit-là, il enfourcha Balerion et s'envola pour traverser les flots de la baie de la Nera vers Père-Dragon et sa montagne fumante. À son retour le lendemain matin, Aegon Targaryen accepta les termes proposés par Nymor. Peu de temps après, il signa un traité de paix éternel avec Dorne. À ce jour, nul ne peut dire avec certitude ce que pouvait contenir la lettre de Deria. Certains affirment que c'était une simple supplique d'un père à un autre, des mots sincères qui touchèrent le cœur du roi Aegon. D'autres assurent qu'elle dressait la liste de tous les seigneurs et nobles chevaliers qui avaient perdu la vie durant la guerre. Certains septons sont allés jusqu'à suggérer
que la missive était ensorcelée, que le crapaud jaune l'avait composée avant son trépas, en usant pour l'encre une fiole du sang de la reine Rhaenys, afin que le roi soit incapable de résister à sa pernicieuse magie. Le grand maître Clegg, qui arriva à Port-Réal quelques 20 années plus tard, conclut que Dorne n'avait plus la force de se battre. Poussé par le désespoir, suggéra Clegg, le prince Nimor aurait pu menacer, si sa paix était refusée, d'engager les 100 visages de Braavos pour tuer Aenys, le fils et héritier du roi Aegon et de la reine Rhaenys, qui n'avait alors que 6 ans. Cela se peut, mais nul ne le saura jamais vraiment. Ainsi s'acheva la première guerre dornienne, entre 4 et 13. Le crapaud jaune de Dorne avait accompli ce dont Arène le Noir, les 2 rois et Torrhen Stark avaient été incapables. Elles avaient vaincu Aegon Targaryen et ses dragons. Cependant, au nord des montagnes rouges, ces tactiques ne lui valurent que le mépris. Le courage dornien devint un sarcastique synonyme de lâcheté parmi les seigneurs et chevaliers des royaumes d'Aegon. « Le crapaud saute dans son trou quand on le menace », écrivit un scribe. Un autre dit « Meria se battit comme une femme, avec des mensonges, de la fourberie et de la sorcellerie. » La victoire de Dorne, si victoire il y avait, était considérée comme dénuée d'honneur, et les survivants des combats, les fils et les frères de ceux qui étaient tombés, se promirent entre eux qu'un autre jour viendrait, et avec lui, le règlement des comptes. Leur vengeance devrait attendre une génération et l'accession au trône d'un roi plus jeune, plus sanguinaire. Alors qu'il demeurait encore 24 ans sur le trône de fer, le conflit dornien fut la dernière guerre d'Aegon le Conquérant.